Bonjour, vous êtes à l'écoute de la balado-diffusion de Ça marche doc. Mon nom est Clémence Mercil et je suis la nouvelle chargée de projet de Ça marche doc. Ça marche doc est un organisme dont la mission est de favoriser la santé globale, les saines habitudes de vie et la réduction des coûts en santé par l'incitation au verdissement urbain, au transport collectif et actif et à la lutte au changement climatique. Depuis 2016, nous organisons des marches de groupe réunissant souvent près de 100 personnes et accueillant des invités, que ceux-ci soient des médecins, des urbanistes, des politiciens ou autres. Malheureusement, en raison de la COVID-19, ces marches de groupe ont dû être mises sur la glace. Nous avons donc décidé de développer un nouveau concept de marche en temps de pandémie. Celui-ci vous invite à aller marcher à l'endroit de votre choix, seul ou avec votre cellule familiale. Puis, vous pouvez aller remplir le formulaire sur samarchedoc.org pour courir la chance de gagner l'un de nos prix de présence hebdomadaire ou Grand Prix de fin de saison. Ce nouveau concept vous propose aussi une balado-diffusion à chaque semaine dans laquelle nous aborderons différents sujets liés à la santé, à l'activité physique et à l'aménagement du territoire. Cette semaine, en plus de 2 courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt, directrice générale de Ça marche doc et moi-même, nous vous présentons une discussion sur le point de vue de 2 jeunes professionnels sur le lien entre l'aménagement urbain et la santé, entre Dr Florence Côté, résidente en microbiologie et infectiologie au CHU de Québec et présidente de l'Association des médecins résidents de Québec, ainsi que Jean-Philippe Goyette, détenteur d'une maîtrise en aménagement du territoire et nouvellement sur le marché du travail. De mon point de vue, l'aménagement, ses liens avec la santé, on peut les diviser comme en 4 grands thèmes peut-être. Il y aurait comme le transport, les îlots de chaleur, l'obésité, la santé cardiovasculaire, puis le verdissement, puis le lien avec la santé mentale, puis la démence. Là. Parce que dans le fond, du côté du transport, ce qu'on sait, c'est que notre transport au Québec, c'est beaucoup l'automobile. 43% des émissions de gaz à effet de serre en 2018 au Québec sont dues au transport. Puis ces gaz à effet de serre-là entraînent des changements climatiques, puis diminuent la qualité de l'air. Puis d'un point de vue de santé, ces 2 éléments-là, je pense que c'est les plus importants dans tout ça, là, mais les changements climatiques, ça amène des maladies respiratoires, des maladies chroniques, la mortalité, la morbidité prématurée. La morbidité, c'est de vivre, mais avec une atteinte de notre état de santé de base. Puis ça amène aussi des maladies infectieuses, qui est mon dada. Mais dans le fond, la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental, tout ça, c'est amené par les changements climatiques, dans le fond. Puis ça monte de plus en plus. Dans le fond, les tiques montent vers le nord à mesure que le changement climatique survient. Fait que c'est sûr que d'avoir un aménagement du territoire qui promouvoit moins de transport qui crée des gaz à effet de serre, ça entraîne une amélioration de la santé en diminuant, dans le fond, les changements climatiques, puis en améliorant la qualité de l'air. C'est une super première chose à introduire pour expliquer ce concept-là. Moi, la manière dont je verrais ça, c'est plus qu'on utilise les transports en commun, plus qu'on a remarqué justement par la recherche que ça favorise par le même fait l'activité physique parce que généralement, il faut se déplacer sur une certaine distance pour atteindre le transport en commun. Cette distance-là, quand on l'accumule, par exemple, si on fait 10 minutes par jour, fois 2 fois le mode de transport, ça nous fait 20 minutes par jour, on fait fois 5 jours, ça nous ajoute quand même à peu près 1h30 d'activité physique qu'on fait dans une semaine. Puis juste ça, si on accumule ça sur l'année, ça fait quand même beaucoup d'activité physique qu'on finit par faire. C'est comme un peu une balance puisqu'on fait de l'activité physique inconsciemment un peu de même dans nos journées. Plus que finalement, on va se maintenir en santé. Puis le fait de se maintenir en santé comme ça, sans nécessairement faire de l'activité physique organisée dans des sports ou quoi que ce soit d'autre, éventuellement, ça peut avoir une valeur aussi pour la société, une valeur économique, parce que plus que les populations sont en santé, plus les réseaux de santé, les infrastructures, tout, ça va être beaucoup moins engorgé, justement dans une période de pandémie comme on sait en ce moment. C'est intéressant ce que tu dis au point de vue notamment là, que d'avoir une utilisation augmentée des transports en commun entraîne aussi une augmentation individuelle des transports actifs. Là. C'est toujours des avantages et des inconvénients. Si tu as plus d'avantages à prendre l'automobile versus un réseau de transport en commun, c'est sûr que tu vas être plus incité à prendre l'automobile. Fait que c'est sûr qu'il faut que le réseau de transport en commun soit d'une certaine manière plus efficace. Il faut que tu aies un gain soit en temps, soit en argent, soit en énergie à prendre le transport en commun parce que sinon, c'est sûr, ça va être plus dur d'inciter le monde juste à leur dire prenez le réseau de transport en commun parce qu'il est là. Il faut au moins aussi qu'il amène un bénéfice à l'utilisateur parce qu'il n'y a aucun bénéfice versus l'automobile, l'utilisateur va quand même porter à prendre l'automobile parce qu'il procure une certaine liberté supplémentaire. C'est clair, puis d'un point de vue plus micro aussi, quelque chose dont on parle peut-être un peu moins, on parle des réseaux de transport en commun, etc., mais ça reste que faut aussi penser à l'aménagement
piétons de notre ville, là. Il faut que ce soit sécuritaire. Il faut que les gens plus âgés ou les gens avec des jeunes enfants soient à l'aise de traverser l'autoroute, qu'il y ait quelque chose qui leur permette de le faire, qu'ils soient à l'aise de marcher sur le bord de la route parce qu'on a un trottoir qui les protège. Même chose pour l'utilisation du vélo. Fait que ça aussi, je pense que ça fait... En tout cas, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que ça fait partie de l'aménagement du territoire, là. Mais c'est certain que ça en fait partie. Puis le problème avec l'aménagement du territoire, c'est qu'on regarde ça un peu trop avec nos yeux d'experts, mais pas assez avec les yeux comme du citoyen qui vit la réalité chaque jour dans ses déplacements. Des fois, on peut oublier des choses en tant qu'aménagiste. On va lever les yeux sur quelque chose qui sera pas nécessairement apparent pour nous. Pour moi, par exemple, je me déplace pas en chaise roulante, fait que je peux pas comprendre c'est quoi la réalité des personnes qui se déplacent en chaise roulante. Que ce soit en été, en hiver, ça peut changer complètement. Puis, tu sais, pour eux, juste le simple fait d'avoir une chaîne de trottoir qui est juste un petit peu trop surélevée, ça peut représenter un obstacle. Puis cet obstacle-là, c'est un obstacle physique, fait que c'est carrément l'aménagement du territoire. C'est de quoi qu'on peut régler facilement, mais pour régler ça, des fois, il faut pas juste voir ça avec nos lunettes d'aménagistes experts qui voient tout en macro. Il faut réussir à voir ça justement à une petite échelle, d'aller justement consulter les citoyens qui vivent ces expériences-là avec leur savoir citoyen. Ils vont pouvoir nous dire, moi, quand j'emprunte ce trajet-là, je suis bloqué à cet endroit-là. Ça, c'est ce qui m'empêche de me déplacer, puis au final, c'est ce qui me décourage à me déplacer de manière active. Ça m'amène aussi à penser, plus habiter au centre-ville ou proche de notre lieu de travail est intéressant et facile, plus les gens vont le faire, moins ils vont utiliser leur automobile, moins il va y avoir de gaz à effet de serre au centre-ville. Fait que je pense qu'il faut aussi penser à l'impact, dans le fond, de l'attrait de la ville là, par rapport aux banlieues. Il faut aussi une volonté politique là-dedans, parce que si je prends l'exemple du Vieux-Québec, c'est devenu trop touristique au cours des années, tellement qu'aujourd'hui, ce qu'on observe dans le Vieux-Québec, c'est pratiquement juste des commerces destinés aux touristes, tellement qu'il n'y a plus une personne citoyenne de Québec qui habite dans le Vieux-Québec en tant que tel, parce que c'est pas attrayant pour nous de vivre, c'est normal, on peut pas vraiment s'y rendre, c'est pas tant accessible, puis une fois qu'on y vit, il y a pas tant de services non plus pour les résidents locaux. C'est un peu un problème d'avoir juste laissé ça aller pendant tellement des années. Effectivement, c'est sûr, c'est un quartier touristique, c'est économique de faire venir des touristes dans ce coin-là. Pendant ce temps, le citoyen a perdu son quartier aux mains des touristes, ou c'est impliquer autant les citoyens que les décideurs politiques pour faire changer les choses, parce qu'autrement, on va juste les laisser stagner comme ils sont là. La classe politique considère quand même bien autant les citoyens dans une certaine mesure, les experts dans une autre mesure. Mais oui, il y a du chemin à faire, on peut encore mieux les inclure. Puis, tu sais, pas juste lire les mémoires, mais vraiment les impliquer un peu plus directement, je pense, dans le processus décisionnel, même si on essaie de le faire aussi bien qu'on peut, on organise des séances de consultation. Mais tu sais, la consultation, c'est pas juste présenter un projet, c'est aussi écouter les idées des citoyens, je crois. Oui, je suis d'accord. Je te trouve gentil un peu de d'abord les considérer comme bien sensibilisés, puis après ça, nuancer. Moi, j'aurais eu peut-être tendance, mais c'est peut-être trop cynique, mais à dire le contraire. Là, ils ne sont pas sensibilisés, mais après ça, de nuancer puis de dire oui, dans une certaine mesure, ils le sont. Mais tout ça est un symptôme de, comme tu le dis, le fait que les mandats sont courts, on veut des résultats rapidement, puis les résultats sont beaucoup plus faciles à quantifier quand ils sont en réaction qu'en prévention, malheureusement, plus facile à quantifier puis à présenter au public. Donc, je pense que dans les années d'austérité, rigueur que nous avons vécues en 2014-2015, à l'époque, il y a 30% du budget de la santé publique au Québec qui a été coupé par le gouvernement à l'époque. Puis ça, à ma connaissance, les coffres n'ont pas été renfloués ou en tout cas pas à la hauteur de ce qui avait été coupé. Puis ça aussi, c'est un symptôme de la priorité, puis où est-ce qu'on pense qu'on peut couper plus facilement sans que ça paraisse rapidement. Puis dans un horizon plus récent, tout le débat qui entoure le tramway, le troisième lien. D'un côté, on a une approbation du projet du troisième lien qui est rapide, qui va entraîner, si on parle que de ça, là, que de l'impact sur l'aménagement du territoire puis de la santé, le troisième lien, il va entraîner le fait que des gens vont se mettre à habiter sur la rive sud, du côté sud du pont, pour venir travailler en ville dans leur automobile. On en parlait tantôt, mais ça va augmenter les gaz à effet de serre dans la ville, c'est certain, là. Puis de l'autre côté, le projet du réseau structurel de transport en commun puis du tramway, ça piétine, on attend, ça avance pas beaucoup, malgré toutes les consultations qui ont été faites. Puis, ce projet-là, en soi, c'est censé faire en sorte que le transport en commun soit plus attrayant, que les gens l'utilisent davantage. Une chose qu'ils ont écouté, par contre, de ce que j'en ai compris là, après le BAP de cet été, il y a beaucoup de gens qui participaient au BAP qui parlaient du verdissement du trajet, comment, dans le fond, dans le plan de match initial, il allait couper beaucoup d'arbres matures, puis qu'il avait simplement prévu d'en planter théoriquement jusqu'à 2 fois plus d'arbres jeunes. Mais tout l'effet sur le verdissement du territoire avait comme été occulté, là, puis tout l'effet aussi protecteur des arbres matures pour
contrer les îlots de chaleur avait comme été pas oublié, mais on se disait éventuellement ces arbres jeunes-là vont arriver, puis grandir, puis finir par protéger comme leurs ancêtres le faisaient. Mais de ce que j'ai compris après les interventions de tout le monde au BAP de cet été, le bureau de projet a quand même revu ça, là, puis ils ont prévu couper beaucoup moins d'arbres, puis essayer de préserver davantage les arbres matures. Fait que je pense que quand on les sensibilise, les décideurs politiques, ils sont capables de revenir sur leurs décisions ou de prendre en compte l'opinion des citoyens. C'est là que je nuance. Il ne faut pas lâcher la patate. Puis quand on décide de prendre la parole, les décideurs publics peuvent nous écouter en espérant que ça continue puis que ça amène une discussion plus large et plus présente. Pas intéressant point. J'ajouterais 2 éléments par rapport vraiment aux arbres. Moi, quand j'étudiais le projet il y a 2 ans, il y avait une réponse un peu déplorable qu'on m'avait donnée justement par rapport à la coupe d'arbres parce que nous, on trouvait ça concernant. On veut couper quand même des bons arbres matures. Est-ce que vous allez les remplacer? On disait oui, qui voulait les remplacer dans une mesure de remplacer un arbre mature par 2 petits arbres de moins d'1 an. Oui, c'est bien, on va doubler le nombre d'arbres, mais tu sais, au final, ça reste que l'arbre centenaire a beaucoup plus d'effets, que ce soit de faire de l'ombre pour protéger les îlots de chaleur, pour la biodiversité. Bref, l'arbre mature a un bien plus grand impact que juste d'avoir 2 petits arbres qui vont prendre encore 50, 60 ans avant de maturer. Fait que ça, c'est mon premier point au sujet des arbres. Sinon, juste pour revenir aussi par rapport aux décideurs politiques, il y a aussi un autre truc que je trouve un peu problématique avec le fait que les mandats sont courts, c'est aussi que de l'électoralisme là-dedans, par rapport aux groupes qu'on veut aller cibler pour aller chercher nos votes. C'est justement, là, on peut penser aux banlieues, il y a beaucoup de votes qui vont se trouver là, versus certains types de populations qui, eux, vont moins se laisser entendre, que ce soit justement pour faire de la représentation dans les consultations publiques. Moi, je pense aux personnes handicapées, aux personnes, même des enfants carrément, ou encore des personnes plus âgées qui vont moins oser justement aller se déplacer pour faire entendre leur voix. Ben, je pense que c'est important justement de les considérer parce que malheureusement, souvent, la classe politique, pas qu'ils prennent pas au sérieux, mais juste qu'ils considèrent moins leurs opinions parce que électoralement, c'est moins payant pour eux de les considérer, mais ça devrait tellement pas être ça parce que c'est les personnes justement qui sont les plus impactées par le fait d'être ignorées. Je pense que la pandémie, elle a mis de l'avant les directions régionales et nationales de santé publique. Là, on les entend plus parler dans les médias. On conçoit un petit peu plus leur rôle dans notre société plus largement, puis pas juste dans des bureaux un peu excentriques. Là. Pas les gens, mais les bureaux en dehors des grands centres. Fait que je pense que oui, ça peut les avoir mis sur la map. Mais après, comme je le disais tantôt, leurs budgets ont été amputés dans les dernières années. Du côté des médecins, les places de résidence sont décidées par le gouvernement, par le ministère de la Santé. Puis à ma connaissance, elles n'ont pas augmenté, mettons, pour l'année prochaine en santé publique. Fait que c'est quelque chose qui, on revient encore à la place des décideurs publics là-dedans, mais c'est une question de financement, c'est une question d'embauche de résidents comme d'autres employés. Je pense que ça va dépendre beaucoup plus des décideurs publics que des pauvres étudiants en médecine qui sont obligés de suivre les places qu'on leur fournit, là, ce qui est correct en soi dans un système public de faire de la planification de système. Je pense que même en étant spécialiste puis pas en santé publique, on peut avoir un rôle à jouer, puis Dr Poirier le démontre là, avec son projet de sa marche doc. C'est directement, je veux dire, c'est un cardiologue, mais il a parti un projet de son propre chef qui est de la prévention pure, là, puis même une amélioration de la littératie en santé des gens avec des présentations comme celle qu'on fait aujourd'hui. Fait que je pense que vraiment, chaque médecin, mais comme chaque citoyen a son rôle à jouer. Plus on forme les gens tôt, formons-les au cégep, formons-les au secondaire. Pourquoi est-ce qu'il faudrait juste s'attarder dans le fond? Oui, tout ça a des impacts sur la santé, mais est-ce qu'il faut juste s'attarder après ça au médecin qui va voir la personne une fois qu'elle va être malade? À un moment donné, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus de base que ça, puis qu'il faut s'y attarder beaucoup plus largement, beaucoup plus tôt, là. Nos 2 spécialistes ont aussi eu la gentillesse de nous laisser avec quelques petits conseils. Du fait qu'on parle d'interdisciplinarité, qu'on parle des liens entre l'aménagement du territoire puis la santé, je pense que peu importe l'âge des gens qui nous écoutent, peu importe leur domaine ou le travail qu'ils ont dans la vie, je pense que c'est une discussion qui vaut la peine d'être eue avec les gens qui nous entourent, avec les décideurs, avec nos enfants, nos parents. L'aménagement du territoire, c'est tout. C'est le milieu dans lequel on vit. Puis la santé, c'est tout aussi. C'est notre forme physique, c'est la manière avec laquelle on appréhende le monde qui nous entoure. Puis je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on pense au projet de société, quand on veut prendre la parole là-dessus. Puis il faut le faire, il faut prendre la parole. Fait qu'hésitez pas, lancez-vous, pensez à la ville que vous voulez avoir autour de vous, puis parlez-en autour de vous. Moi, ce que je dirais aux gens, peu importe leurs conditions, conditions physiques au niveau de leur santé, que vous soyez en forme ou pas, découragez-vous pas. Faire de l'activité physique, c'est pas faire du sport en tant que tel, c'est pas juste faire du sport, c'est pas faire de quoi d'organiser, c'est super bien d'aller prendre des marches, mais c'est juste de vous rendre compte à quel point qu'on peut être actif dans une journée
juste en se déplaçant activement, juste en trouvant des moyens de rentabiliser nos déplacements par le fait d'être actif justement en allant d'un point A à un point B, on peut vraiment les compenser par le fait de ne pas faire du sport de cette manière-là. Fait que faites juste un peu étudier vos manières de vous déplacer, puis peut-être vous allez vous rendre compte que l'automobile n'est pas aussi nécessaire qu'on pourrait le croire en étant tellement habitué à l'utiliser tout le temps. Fait que moi, je pense que ce serait plus ça mon message, c'est juste qu'individuellement, rendez-vous compte à quel point qu'on peut se déplacer facilement. Puis si c'est pas facile de vous déplacer, justement, questionnez-vous pourquoi c'est pas facile de se déplacer, puis à ce moment-là, discutez-en avec les autres citoyens, discutez-en avec les élus. Trouvez des moyens de faire changer la situation pour que ça devienne plus facile, plus accessible d'intégrer des déplacements actifs dans votre vie sans nécessairement faire du sport. Il est maintenant temps de découvrir un nouveau sentier hivernal avec Isabelle Vaillancourt. Salut tout le monde! Cette semaine, je vous parle d'un parc qui est situé à Québec, un parc que j'aime d'amour et que je trouve absolument digne d'une des plus grandes villes au monde, le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. C'est 32 km de plaisir divisés en 13 secteurs. Ça va du Vieux-Port de Québec jusqu'au lac Saint-Charles. En fait, on sillonne les rives de la rivière Saint-Charles depuis son embouchure, qui est située au Vieux-Port de Québec, jusqu'à sa source, le lac Saint-Charles. Mais comme il y a tellement de choses à dire sur ce parc, aujourd'hui, je vais me limiter aux secteurs qui sont situés dans la basse ville de Québec. Si, comme moi, vous avez fréquenté l'endroit il y a fort longtemps, vous allez trouver qu'on est loin des rives bétonnées d'il y a plusieurs années. La renaturalisation des berges du site a été un cadeau extraordinaire aux gens de Québec. Et en passant, il y a très longtemps, le secteur était une décharge à ciel ouvert. Ben oui, c'était une dompe à déchets. Aujourd'hui, vous pouvez vous y promener en toute saison. En hiver, c'est même possible de faire du ski de fond. Imaginez en plein centre-ville. C'est riche en paysages, en points de vue, et même vous risquez de croiser quelques œuvres d'art au passage, et même des parcs et des lieux historiques, comme celui du parc Cartier-Brébeuf. Le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, c'est possible de s'y rendre par les circuits réguliers d'autobus qui passent par la basse ville. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Bye! C'est maintenant l'heure de ma propre chronique dans laquelle je vous donne des trucs pratiques pour des marches dans différentes conditions. Cette semaine, je vous parle des marches en forêt. La marche en forêt, c'est souvent des conditions bien différentes de celles de marche dans un sentier entretenu ou dans la rue, surtout en hiver. La grande différence, la quantité de neige. Si on sort des sentiers battus, souvent nous devrons marcher dans de la neige non tapée. Heureusement pour nous, nos ancêtres ont découvert une solution à cela il y a plusieurs siècles, les raquettes. Nous avons d'ailleurs maintenant des raquettes bien plus compactes que les fameuses raquettes en babiche. C'est donc encore plus facile de les amener avec nous lors de nos marches. Il est possible d'acheter des raquettes à tous les magasins de sport et d'activités d'hiver. Les prix sont grandement variables, allant d'à peine plus de 100$ à plus de 300$ pour des raquettes d'adultes. Les raquettes pour enfants sont souvent moins de 100$. Pour le débutant, on sera amplement comblé par des raquettes moins chères. En forêt, le terrain sera aussi souvent inégal. Il est donc important d'avoir de bonnes bottes de marche ou souliers qui soutiennent un peu les chevilles, sinon on court le risque de se les fouler. Lorsqu'on a affaire à un terrain plus inégal, les bâtons de marche peuvent aussi nous être bien utiles et nous apporter un support et un équilibre de plus. Ces bâtons sont aussi en vente dans tous les magasins de sport et d'activités extérieures, et il est possible d'en avoir de bonne qualité pour 50$. Même si n'importe quel vieux bâton de ski ou même une bonne branche trouvée sur le sol de la forêt peut bien faire le travail. Finalement, c'est important de toujours rester sécuritaire en forêt, mais nous discuterons de la sécurité dans les marches en forêt dans une autre chronique. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas et il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!